Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un bilan culturel des œuvres que j'ai pu voir dernièrement. On va pas parler énormément de livres ici puisque pour ça j'ai toutes les autres vidéos, mais voilà, j'avais envie de vous parler de choses telles que des films, des séries télé, des jeux vidéo, des choses en rapport avec la culture en général. J'espère que ça vous plaira. Alors en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle allait être assez longue, donc n'hésitez pas à la voir en plusieurs fois, à vous préparer un truc à boire ou à manger, et on va commencer tout de suite pour pas qu'elle dure trop longtemps. D'abord avec les films qui m'ont vraiment marqué ces derniers mois. Alors pour vous donner une petite idée, j'ai jamais été une énorme fan de films. J'étais allée voir sur Seriebox les films un petit peu que j'avais pu voir en 2020, donc année du confinement, je n'en avais vu que 2. Et puis ces 2 dernières années, voilà, je me suis un petit peu motivée pour voir les films qui me manquaient et que j'avais très envie de voir. Et cette année, j'ai notamment eu un cours d'introduction au cinéma qui était hyper intéressant, vraiment très chouette, et dans lequel j'ai pu découvrir de nombreux films, notamment Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Alors c'est un film qui est sorti en 54, un film à suspense considéré comme l'un des meilleurs Hitchcock. Moi c'est le premier que j'ai vu de ce réalisateur et vraiment je l'ai trouvé génial. C'est l'introduction qu'on avait vue en cours qui m'a énormément et je l'ai trouvé génial. Alors l'histoire est la suivante, on va suivre L.B. Jeffries qui est photographe reporter qui a subi un accident, il a sa jambe complètement dans le plâtre, il vit dans un appartement new-yorkais, son appartement donne sur une cour intérieure avec d'autres immeubles new-yorkais. Et donc voilà, il va être pendant des semaines alité chez lui, en tout cas il ne peut plus bouger, il n'a plus son appareil photo pour voir un petit peu le monde et du coup il va se servir de jumelles et de sa paire d'yeux pour observer ses voisins. Et il va être persuadé que son voisin d'en face a assassiné sa femme. Et on va suivre un petit peu ce huis clos puisque tout va se passer dans l'appartement de Jeffries en compagnie de son aide-soignante et de sa petite copine Lisa Fremont qui sont toutes les deux un petit peu sceptiques par rapport à son histoire, mais ça va être un film génial, plein de tension. Je suis entrée tout de suite dans le jeu du film à angoisser pour savoir s'il délirait complètement ou s'il avait raison et s'il y avait bien un meurtrier en face de chez lui. C'est vraiment un jeu d'acteur hyper intéressant, je trouve qu'on lit énormément de choses dans le regard des deux personnages. C'est la première fois que je voyais un film avec Grace Kelly et je la trouve juste superbe, magnifique et hyper chouette comme actrice. C'est un film que j'ai trouvé génial. On a toute une question de la surveillance aussi, finalement, qui est assez moderne comme question, assez contemporaine. Et voilà, je trouve que là, on a vraiment la surveillance de tous par tous dans cet effet un petit peu tour de surveillance dans son appartement. Et c'est un thème que je trouve très bien abordé ici. Alors depuis, j'ai regardé Sueur froide, dont le titre anglais est Vertigo, aussi considéré comme l'un des meilleurs. Là, je l'ai un tout petit peu moins aimé, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. En fait, c'est pas que j'ai eu du mal à rentrer dans le film, c'est que j'ai l'impression que le film ne commençait vraiment jamais. J'ai vraiment préféré Fenêtre sur cour, mais je compte bien regarder d'autres films de Hitchcock. Si vous en connaissez des très bons, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Autre huis clos que j'ai beaucoup aimé, c'est l'adaptation du roman de Fab Caro, Le Discours, qui est ici dans un film de 2020 réalisé par Laurent Tirard. Voilà. Et ça se passe donc lors d'un repas de famille. On va suivre Adrien qui est en pause un petit peu avec sa copine et ça fait des mois que ça dure, il en a marre, il lui a envoyé un SMS, il a craqué en mode bon on fait quoi? Et là il est bloqué à ce repas de famille, lui tout ce qu'il attend c'est ce SMS de Sonia. Et à ce repas de famille, c'est encore un repas avec son père qui rabâche tout le temps les mêmes anecdotes, avec sa mère, sa sœur et le futur mari de sa sœur, donc son fiancé. Et bon, tout se passe à peu près comme d'habitude jusqu'au moment où le beau-frère va demander à Adrien de rédiger le discours pour leur mariage. Et alors ça, Adrien, il a horreur de ça. Et on va vraiment avoir toute cette psychologie humaine là complètement... en anglais, il y a un terme que j'aime beaucoup pour ça qui est overthink. Donc vraiment, quand tu commences à penser, puis surpenser, et surpenser, il y a complètement angoissé en fait. Et le film est très bien fait. Donc encore une fois, on est dans un huis clos, ce qui fait qu'on a pas mal de tensions au sein du repas et au sein du personnage. Mais voilà, on va être quand même beaucoup dans des flashbacks, dans des projections aussi qu'il va faire, des projections mentales. Je trouve que c'est très bien réalisé, tous les cheminements de pensée.
Il y a une scène qui m'a beaucoup touchée, une scène entre sa sœur et son beau-frère notamment, qui ont un peu de friction à un moment donné, et il a Adrien a tout un moment d'introspection qui je trouve est extrêmement bien fait, extrêmement juste. Ça m'a beaucoup donné envie de lire le roman de Fab Caro, qui est aussi auteur de BD que j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si vous avez déjà lu des romans de Fab Caro, j'ai lu que ses bandes dessinées et pour l'instant j'aime énormément le ton, mais je me demande qu'est-ce que ça pourrait donner en livre, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, et vraiment je vous conseille ce film qui moi m'a beaucoup ému, et puis je l'ai beaucoup aimé aussi. Et la musique est vraiment très chouette. Ensuite, 2 films d'animation que j'ai adoré découvrir. Le premier est adapté d'un album pour enfants, il s'agit de Ernest et Célestine. C'est réalisé par Stéphane Aubier, Vincent Pater et Benjamin Renner, sorti en 2012. Benjamin Renner, c'est l'auteur, illustrateur, réalisateur du Grand Méchant Renard, qui est je pense ma bande dessinée préférée. Vraiment, je trouve que tout ce qu'il fait est merveilleux, et Ernest et Célestine, cette adaptation est vraiment super. Je ne connaissais pas les albums dont elle a été... qui ont inspiré le film, mais voilà, je trouvais que le film était génial. On est sur un monde dans lequel les ours vivent sur Terre à la place des humains, et sous Terre vivent les souris. Et alors les ours et les souris se détestent, et les petites souris, elles, vont chercher les dents des ours pour comment dire, bah, je vous laisserai découvrir pourquoi. Voilà, donc on est sur cette rivalité-là, et puis bien entendu, on va suivre 2 personnages qui vont se lier d'amitié, un ours et une souris, Ernest et Célestine, 2 personnages qui dans leur société sont quand même en marge et ont du mal à trouver leur place. J'ai trouvé que c'est un très beau film justement sur cette réconciliation des communautés, sur cette amitié, et juste, je trouve l'animation hyper belle, hyper douce, assez libre par moments. On voit des fresques artistiques vraiment magnifiques qui sont assez fluides en fait, qui sortent un peu de leur gabarit initial. J'ai trouvé que c'était très doux, c'est un film qui... on voit le temps passer dans l'histoire, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Si vous avez aimé Le Grand Méchant Renard, je peux que vous conseiller le film, et inversement, si jamais vous avez déjà vu Ernest et Célestine, vous pouvez foncer pour Le Grand Méchant Renard. Pour moi c'est juste une pépite, autant de films d'animation que de bandes dessinées. Le second film d'animation que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Vent se lève. Alors, il s'agit d'un des Ghibli que je n'avais pas encore vu, et c'est un des derniers films, je crois peut-être le dernier film de Hayao Miyazaki de 2013. C'était pour lui comme un au revoir, comme un film avant sa prise de retraite. Je sais pas, il y a peut-être moyen qu'il ait fait un dernier film encore après. Alors ici, on n'est pas sur de la fantasy ou du fantastique tel que les Ghibli ont l'habitude de nous les montrer. Ici on est sur un film plutôt réaliste, historique. On va suivre, alors attendez, que je ne me trompe pas dans l'histoire réelle de Jiro Horikoshi, qui est fasciné par les réalisations de Giovanni Caproni. Alors, Giovanni Caproni est un ingénieur aéronautique italien. Jiro Horikoshi, lui, il veut être ingénieur justement. L'histoire se passe lors de la Seconde Guerre mondiale, et le Japon a quand même un grand retard militaire, notamment en termes d'aviation. Et du coup, Jiro, oui c'est ça, va aller en Allemagne pour étudier un peu tout ça. C'est donc une histoire vraie, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement chouette aussi de voir un peu la Seconde Guerre mondiale autre part que du point de vue des États-Unis. Et aussi, on en apprend plus un peu sur ce retard militaire qu'a le Japon, et sur cet ingénieur qui a vraiment existé et qui a inventé un avion hyper important pour le Japon. Je trouve que c'était très bien fait, extrêmement émouvant aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je trouve que l'animation avec Ghibli sonne toujours très juste, donc voilà. Bon, c'est pas une surprise que j'aime ce film, mais je voulais vous le partager, parce que c'était pas celui qui m'inspirait le plus à la base, et finalement je me suis rendu compte que j'avais adoré. Ensuite, un dernier film dont je vais vous parler, il s'agit de Beetlejuice de Tim Burton, qui est paru en 1988, scénarisé par Michael McDowell. Je ne connaissais absolument pas l'histoire du film, et alors comment vous dire que j'ai été enchantée et surprise, je me suis laissée porter par l'histoire. Je trouve la scène d'introduction merveilleuse. La scène d'introduction, c'est un plan vu de dessus d'une ville. Je trouve qu'on se fait... Enfin, moi, je me suis faite complètement avoir par l'introduction, je la trouve vraiment très bien faite, presque métaphorique du film, je la trouve juste géniale. On a une belle mise en abîme dans le propos. Beetlejuice, je veux pas trop vous parler de l'histoire parce que moi-même je ne savais pas de quoi ça parlait, donc si vous savez de quoi ça parle, tant mieux. Et si vous ne savez pas, moi j'avoue que j'ai adoré le petit plot twist de début auquel je ne m'y attendais pas.
J'ai trouvé les personnages extrêmement attachants et en fait je suis en train de préparer une vidéo qui devrait sortir très prochainement sur Blackwater et donc je voulais me renseigner un petit peu sur ce qu'avait fait Michael McDowell, dont son scénario de Beetlejuice et l'adaptation de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et du coup, c'est vrai qu'on retrouve des thèmes qui lui sont chers, notamment la maison, le foyer, la maison qui peut être hantée. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire. C'est assez drôle parce qu'il y a aussi des clins d'œil à Dune. Alors ça, je ne m'y attendais pas, j'ai eu un petit doute au début, puis je suis allée vérifier. Et en effet, il y a bien des clins d'œil à Dune, je crois, de Jodorowsky, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais en effet, le film est sorti 4 ans plus tard. C'est aussi très rigolo de voir Winona Ryder adolescente. Je sais que dans Stranger Things, beaucoup étaient contents de la redécouvrir parce qu'ils l'avaient vue adolescente dans Beetlejuice. Moi, c'était l'inverse. Mais par contre, si c'est un Tim Burton, c'est pas pour autant que c'est un film pour enfants. Je pense que si je l'avais vu avant 12 ans, il m'aurait complètement traumatisée. Il y a des images affreuses, vraiment glauques. Voilà, si jamais, à ne pas voir avec les tout petits. Mais après, à partir de 12 ans, je trouve que c'est assez rigolo et ça se regarde très très bien. J'avais envie de vous parler maintenant des séries télévisées. Je pense que j'en ai qu'une, il me semble, à vous présenter. Oui, c'est ça. J'ai eu cette année un énorme coup de cœur pour la série The Office, la version US. Je me suis lancée dedans complètement par hasard. Je crois que Netflix avait un bandeau promotionnel en haut de son site. Et je me suis laissée embarquer et vraiment, j'ai tout vu. J'ai trouvé ça merveilleux et absolument génial et j'avais très très envie de vous en parler, même si j'ai l'impression que c'est une série que beaucoup de personnes ont déjà vue. Il y a pas mal de personnes avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit qu'elles s'étaient arrêtées à la saison 1, qu'elles trouvaient extrêmement malaisante. Et oui, la saison 1 est extrêmement malaisante, mais pour moi c'est peut-être la meilleure saison de toute la série. On ne sait pas si on doit rire, pleurer ou les deux à la fois, en tout cas on rit jaune, ça c'est certain. On va suivre une petite boîte qui vend du papier. Voilà, c'est tout, c'est ça l'histoire. On suit les personnes qui travaillent au sein d'une boîte qui vend du papier. Le patron, Michael, est affreux. Vraiment, on passe un épisode sur 2 à le trouver à la fois génial et à la fois détestable. C'est vraiment bizarre comme ambiance, comme humour, et en même temps, dès la saison 2, on commence à s'attacher au personnage, le ton s'adoucit un petit peu et on tourne vraiment vers l'humour et après on se retrouve avec des scènes magistrales, vraiment très bien faites. Moi je l'ai trouvé super. On est sur un format documentaire, donc il y a vraiment cette idée qu'une équipe documentaire vient enquêter, en tout cas documenter le quotidien d'une petite entreprise. Je trouve que ça sonne très juste. On a tous forcément entendu des phrases dans nos espaces professionnels, des phrases exactement similaires à The Office, et quand on les retrouve dans la série, qu'on trouve ça gênant au possible, on sait qu'on a déjà vécu ça et c'est très bizarre de transposer un peu la scène. Mais vraiment, je peux que vous conseiller, j'ai trouvé ça merveilleux. On passe maintenant aux jeux vidéo. Alors, il y en a plusieurs que j'ai pu découvrir depuis le début de l'année. Le premier que j'attendais avec grande impatience, qui est sorti en février, c'est Elden Ring, le nouveau jeu donc de From Software. Je ne vais pas vous faire ici une critique d'Elden Ring, il y en a plein qui le font vraiment mieux que moi. Et je vous invite à aller les voir si le jeu vous tente. J'ai découvert les Dark Souls il y a à peu près 2 ans et c'est des jeux que j'ai vraiment adoré, vraiment beaucoup aimé. Et alors là, Elden Ring est vraiment très chouette. Pour ma part, je suis un peu du genre à vouloir faire tous les petits points d'intérêt sur la carte, donc le jeu est extrêmement long, je dois avoir fait 100 heures de jeu et j'en suis peut-être à 3/4 du jeu, 2/3 du jeu, donc il me reste quand même encore une bonne partie du jeu à faire, dont les boss de fin qui sont assez difficiles, en tout cas réputés difficiles. Donc je me demande vraiment ce que ça va donner, mais c'est vraiment, graphiquement c'est une merveille, c'est extrêmement beau. Contrairement aux autres Dark Souls, ici on est sur un monde ouvert. Alors moi j'avoue j'aimais bien le côté couloir, mais ici donc le monde ouvert permet une grande liberté et aussi une meilleure accessibilité au jeu pour les nouveaux joueurs qui auraient envie de découvrir. Il y a de quoi, on va dire, farmer de l'XP et devenir plus compétent avec un peu de patience. Et vraiment en ce moment du coup ça m'a motivée à découvrir les Berserk. Alors je ferai une vidéo sur ça, mais voilà, j'ai quelques tomes à côté de moi. Vraiment j'ai craqué et j'avais trop envie de découvrir cette saga après avoir vu les Dark Souls et Elden Ring. D'ailleurs je trouve les vidéos de Al236 sur Dark Souls et sur Elden Ring absolument géniales. Donc si ces jeux vous intéressent, je vous conseille d'aller les voir. Le deuxième jeu que j'ai trouvé super, c'est Inscription. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un jeu qui est complètement fascinant. On est sur un deck building, donc on va construire un petit peu son jeu de cartes et on va se battre avec une espèce d'homme de la forêt, bûcheron, on sait pas trop, qui nous enferme dans sa cabane. C'est un peu glauque et c'est ultra creepy. Le design est assez surprenant et le jeu
C'est un jeu qui est assez méta, qui va se comprendre lui-même en tant que jeu, et ça fait des situations hyper intéressantes. Vraiment, on va souvent briser le 4e mur, et le jeu va s'adresser aux joueurs directement, et je le trouve vraiment très bien fait. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'au bout d'une dizaine d'heures de jeu, je pensais avoir fini le jeu, et en fait, je n'en étais qu'à un bon tiers. Donc voilà, je ne l'ai toujours pas fini, mais je le trouve super, j'avais envie de vous en parler. C'est la chronique d'Olivier Bénis, je crois, pour la photo jeu vidéo sur France Inter qui m'a donné envie de le découvrir. Et pas qu'un peu même. Par exemple, en plein jeu, certaines cartes vont se mettre à vous parler et à vous mettre en garde contre votre adversaire. Il est fou, vous dit Lundal, il ne respecte même pas les règles, c'est désolant. Donc je vous mets son podcast en barre d'infos si jamais il vous intéresse, pour voilà, vous donner envie aussi, mais je trouve que graphiquement c'est super, et juste le scénario est génial. Et mes 2 jeux du moment, c'est voilà, sur lesquels je passe beaucoup de temps, c'est Hades et Sea of Thieves. Hades, on est sur un roguelike, donc ça signifie que vous devez aller d'un point A à un point B d'une traite, mais c'est extrêmement difficile, et pour ça vous allez mourir plusieurs fois, tout est normal, et en mourant, vous avez gagné des ressources que vous allez utiliser pour améliorer votre personnage, devenir plus fort et aller un petit peu plus loin. Puis vous allez remourir, réaméliorer votre personnage, aller un petit peu plus loin jusqu'à parvenir à faire un point A à un point B d'une traite. Voilà, ça c'est un roguelite. Et du coup, Hades en est un, et je le trouve génial, vraiment extrêmement addictif, extrêmement prenant. On est sur Zagreus, le fils de Hadès, qui veut se barrer des enfers. Il a un petit peu un côté... il a un petit côté ado, émo, saoulé contre son père et sa famille, et c'est assez rigolo à suivre. On va découvrir toutes les intrigues un petit peu de la mythologie grecque, et vraiment c'est hyper prenant. Je trouve que les dialogues sont super bien faits. C'est assez brillant, je trouve, en tant que, comment l'intelligence artificielle gère ça. C'est hyper prenant, c'est assez facile à prendre en main. Moi, je pensais que ça allait être vraiment difficile, mais en fait, comme on devient de plus en plus fort, on maîtrise de mieux en mieux notre personnage et le monde dans lequel on évolue. Vraiment, donc ça, c'était chouette. Si vous aimez la mythologie grecque, franchement, foncez, parce que c'est hyper bien mis en scène. Et le 2e jeu dans lequel je me suis lancée, c'est Sea of Thieves. Voilà, ça faisait un moment dont j'en entendais parler, et je me suis dit pourquoi pas. Alors attention, le jeu donne le mal de mer. C'est assez bizarre, mais il y a plein de fois où l'ordinateur à côté de moi chauffait, donc ça faisait du chaud sous mes jambes, et en même temps j'avais le bateau qui tanguait complètement. J'avais vraiment l'impression d'avoir le mal de mer, c'était affreux. Au bout de 2 heures j'ai dû arrêter, mais sinon le jeu est génial. Ce que j'aime beaucoup, c'est le très peu d'interface qu'il y a. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Elden Ring ou dans Dark Souls par exemple. On n'a pas de mini-map en haut, on n'a pas d'interface extrêmement polluante. Et bien dans Sea of Thieves, c'est pareil, c'est extrêmement réaliste. Il n'y a pas de... La carte, elle est au fond du bateau pour aller voir où on est. Tout se joue à la boussole, et voilà, c'est hyper intéressant. C'est bien foutu, ils font pas mal de mises à jour. Ça se joue en solo et en coop, mais c'est quand même beaucoup plus rigolo en coop. Moi, j'ai un peu du mal avec les quêtes, avec les moments PVP, donc en fait on peut être jusqu'à 24 personnes sur un même serveur, donc il y a forcément des moments où on va rencontrer d'autres joueurs qui vont vouloir défoncer notre bateau et récupérer tout notre trésor. Moi, ça c'est quelque chose qui m'angoisse toujours beaucoup et dans lequel je suis pas très à l'aise, mais c'est assez rigolo quand même, surtout quand on joue à plusieurs, et voilà, le fait qu'on puisse... ça c'est vraiment, je trouve, le jeu de pirate dont chaque gamin peut rêver. Enfin vraiment, genre quand t'es petit, que tu t'imagines pirate ou bateau et tout ça, etc., quand tu lis Les Aventuriers de la mer, et ben c'est à ça que tu penses, et je trouve que le jeu est hyper bien foutu. Si vous avez adoré Les Aventuriers de la mer et que vous aimez les jeux vidéo, mais franchement, Sea of Thieves, c'est trop bien. Ensuite, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. J'avais envie de vous parler de Duolingo. Voilà, il y a un mois tout pile, je me suis motivée à apprendre le néerlandais, puisque voilà, en Belgique, j'y suis confrontée régulièrement, notamment à Bruxelles, où tout est complètement trilingue, néerlandais, anglais, français. Et il faut savoir que, en gros, je vous schématise, mais au nord de Bruxelles, c'est la Flandre, au sud de Bruxelles, c'est la Wallonie. En Flandre, ils parlent néerlandais, et au sud, ils parlent français. Ce qui est assez drôle, c'est que quand tu vas en Flandre, tout est en néerlandais, c'est pas forcément traduit, et inversement, quand tu vas en Wallonie, tout est en français. Mais à Bruxelles, c'est assez trilingue. Et je me suis rendu compte que je connaissais très très peu de mots finalement en néerlandais, et voilà, je me suis dit pourquoi pas jouer à Duolingo. Et alors je dis jouer parce que c'est vraiment une plateforme de jeu. Je n'ai pas de jeu sur mon téléphone, mais alors quand j'ai envie d'un jeu sur mon téléphone, c'est vraiment
le jeu parfait. Alors dans Duolingo, c'est une plateforme qui est gratuite. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée hein, d'ailleurs pour parler d'eux, je tiens à le dire. Mais c'est une plateforme qui est gratuite. Vous pouvez apprendre la langue gratuitement. C'est juste que vous avez 5 cœurs, je crois, qui correspondent à 5 vies. En gros, dès que vous faites une erreur, vous perdez un cœur. Et ensuite, il faut attendre ou payer pour avoir de nouveaux cœurs. Mais il faut attendre quelque chose comme 2 heures ou pratiquer. C'est un peu fastidieux, mais c'est pas du tout impossible. Franchement, ça se fait bien. Et donc, vous pouvez progresser comme ça de niveau en niveau. Et il y a une espèce de gamification qui est hyper présente. Alors, c'est quoi la gamification? C'est le processus selon lequel on va ajouter dans une plateforme, dans une interface, des éléments inspirés du jeu et du jeu vidéo pour activer les effets psychologiques liés à eux. Donc par exemple, ça va être des points à gagner, des points d'expérience pour valider des niveaux et on va vous féliciter dès que vous réussissez. Bon bah ça c'est de la gamification. Quand vous avez des petites coupes, quand vous avez des petits objectifs, tout ce qui est lié au rapport au jeu, ça va vous faire plaisir voilà, de réussir ça, ça va vous donner un petit coup d'énergie et puis ça va vous donner envie de revenir sur la plateforme. Et bien je trouve que pour apprendre de nouvelles langues, moi ça marche à merveille. En tout cas sur moi ça marche à merveille et je m'amuse beaucoup. Alors l'application a des gros défauts, notamment le fait qu'elle n'explique aucun point de grammaire, ce qui est entre nous, on est d'accord, un gros défaut, mais voilà, ce que je fais du coup, c'est que dans les commentaires de certains exercices, il y a des gens qui discutent entre eux et qui expliquent pourquoi la grammaire est ainsi. Et puis je suis allée me chercher, je sais pas où il est, le livre Les 50 règles essentielles de néerlandais, comme ça je peux compléter. Mais voilà, c'est un petit peu mon objectif du moment, c'est d'essayer d'avoir un niveau extrêmement minimum en néerlandais, pourquoi pas pour trouver du boulot. Mais je me dis que ça peut être assez rigolo et de pouvoir me débrouiller. J'aimerais beaucoup aller à Amsterdam et pouvoir utiliser le néerlandais, ce serait chouette. Un autre défaut aussi, c'est que toutes les langues ne sont pas disponibles pour un apprentissage en français. Donc par exemple, pour apprendre le néerlandais, j'ai dû mettre la plateforme en anglais. Donc je dois répondre en anglais, je dois comprendre en anglais, etc. Mais j'ai un bon niveau d'anglais, enfin je me débrouille bien en anglais, donc c'est pas du tout un souci. Mais voilà, si vous voulez apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, même l'allemand, je pense que ça, c'est disponible en français. Voilà. Mais pour le néerlandais, il faudra passer par une plateforme en anglais. Et pour terminer, j'avais envie de vous parler d'une pièce de théâtre qui tourne dans le monde entier. Donc je me suis dit, peut-être que vous en parlez, si jamais cette pièce de théâtre passe par chez vous, elle pourrait vous intéresser. Ça s'appelle Please Continue Hamlet. Voilà, petit souvenir. Alors, c'est une pièce que moi j'ai pu voir au théâtre Wallonie-Bruxelles au mois de mai dernier, au mois de mai 2022. Alors là, on n'est pas du tout sur une pièce de théâtre conventionnelle puisqu'on est à un procès. On est sur le procès d'Hamlet, procès fictif mis au goût du jour. Et la question c'est, est-il coupable ou non? Alors je vous dis pas de quoi parce qu'il y a eu des petites adaptations. Si vous n'avez pas lu Hamlet, je veux pas vous spoiler, même si j'imagine qu'il y a prescription vu la date de l'œuvre. Mais voilà, je ne vous dis rien. Et c'était très chouette. Il faut savoir que sur scène, il n'y a que 3 comédiens et comédiennes, Hamlet, Ophélie et la mère d'Hamlet. Le reste, ce sont de vraies personnes de la société civile. Donc sur scène, on va avoir un président ou une présidente, on va avoir les avocats, on va avoir un médecin psychologue. Et bien tous ces gens font partie de la ville de Bruxelles et et jouent leur propre rôle. Et alors ce qui est génial, c'est que si la pièce se passe à Lyon, eh bien vous aurez des avocats lyonnais, des présidents lyonnais et des médecins lyonnais. Chaque soir, ce sont des avocats différents et en fait, le personnel est différent. Ils contactent les gens qui travaillent dans la ville pour savoir si ça les intéresse. Voilà, je trouvais ça trop fou comme concept, sachant que pour eux, la scène n'a pas du tout été répétée, la pièce n'a pas du tout été répétée. Ils ont juste eu les documents de l'affaire en amont, comme si c'était un vrai procès pour eux à préparer. Et voilà, et ça se joue sur scène. Et alors, vous êtes invités dans le public à prendre des petites notes. Voilà, mercredi 4 mai, il y a eu un meurtre, Hamlet est accusé, voilà, moi j'ai pris des petites notes, etc. Parce que ensuite, selon votre numéro de siège, à la fin, il y a 12 personnes tirées au sort pour devenir jurés et décider ou non si Hamlet est coupable ou pas. C'était hyper interactif, c'était peut-être un tout petit peu long, puisque ça dure un peu plus de 3 heures, et c'est vrai que c'était assez éprouvant physiquement, mais c'était extrêmement intéressant. J'ai juste une petite critique à faire, c'est que je trouve que l'adaptation est un chouïa cliché dans certains choix, notamment de la classe sociale dans laquelle se trouvent Hamlet et sa famille, qui vont être quand même une classe sociale assez défavorisée, qui a peu accès à la scolarité notamment. Et je trouve que
faire un procès de cette classe sociale-là face à des personnes qui vont au théâtre, et clairement les classes sociales-là qui étaient présentes au théâtre étaient quand même plus aisées que celles qui étaient représentées, je trouvais qu'il y avait c'était parfois un petit peu gênant, voire facile d'avoir choisi ça, mais voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'essaye de dire, c'était plus le regard extérieur que j'en avais, mais par contre, je trouve que le concept en soi est génial, donc si jamais ça passe par chez vous, n'hésitez pas. Donc il faut savoir que chaque issue du procès est différente, puisque c'est le public qui vote. Alors c'est hyper intéressant, puisque le metteur en scène à la fin nous a dit que selon les pays, c'était du 50-50, jugé coupable ou non. Et par exemple, il y a des pays, notamment des pays assez dur, on va dire, au niveau du gouvernement, où les publics ont été beaucoup moins tendres. Voilà, donc c'était hyper intéressant. Donc ça s'appelle Please Continue Hamlet. Je vous conseille vraiment, c'était super. Voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à vous partager un peu tout ce que j'ai pu découvrir ces derniers mois. Je pensais que j'en avais fait plus de bilans et en fait, j'en ai retrouvé qu'un sur ma chaîne, donc c'est peut-être le numéro 2. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour vous parler un petit peu d'autres choses que de livres. J'avais un petit peu du mal au début de vous parler de films ou de séries parce que j'ai pas... comment dire, j'ai aucune légitimité à parler de films ou de séries, mais je me suis dit, écoutez, pourquoi pas vous parler de quelque chose que j'aime, comme je fais d'habitude avec les livres. J'ai extrêmement hâte de vous filmer et de vous partager la prochaine vidéo qui devrait arriver d'ici quelques jours, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos découvertes culturelles depuis le début de l'année, et moi, j'espère vous en présenter très vite d'autres. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, prenez soin de vous, et à la prochaine. À bientôt!